Docteur Meir Masri, bonjour, Boker Tov. Merci, il faut appuyer sur le bouton rouge pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin dans notre studio. Nous allons commenter ensemble donc cette déclaration, on va dire tout à fait étonnante, hors du commun de Binyamin Netanyahou et ses révélations. Alors on va peut-être d'abord dire un mot sur les services de renseignement israéliens, sur ceux qui ont obtenu donc ces documents. C'est tout à fait exceptionnel, on peut le dire. Il y a un journaliste, Ronen Bergman du Yediot Ahronoth, qui comparait cela à la capture d'Adolf Eichmann par le Mossad. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors je dirais que c'est surtout impressionnant. Mais ce n'est pas une exception dans l'histoire des services de renseignement israéliens. Vous savez, Israël est réputé pour avoir l'un des services de renseignement les plus sophistiqués dans le monde. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays du Moyen-Orient cherchent à se rapprocher d'Israël, notamment dans la conjoncture actuelle. Et nous en parleront, j'espère, avec à leur tête l'Arabie Saoudite, bien entendu, et pas que, aussi dans la lutte contre le terrorisme, y compris dans la lutte contre le groupe État islamique, qui a eu des informations qui avaient été fournies par Israël. Alors, après avoir rendu hommage, on va dire, au service de renseignement, au Mossad israélien, la déclaration de Binyamin Netanyahou, elle était dirigée vers qui? On a remarqué qu'il a parlé avant tout en anglais. Elle était dirigée vers Donald Trump, elle était dirigée vers les Européens, était dirigée vers la communauté internationale de façon générale, la communauté internationale dans sa globalité, y compris les Chinois d'ailleurs, qui ont un siège au Conseil de sécurité, qui d'ailleurs, je rappelle, qui se sont abstenus la dernière fois lorsqu'il a s'agit de condamner l'usage par la Syrie d'armes chimiques. Ils n'ont pas soutenu la position russe. Donc il faut savoir quand même qu'il y a une marge de manœuvre dont dispose Israël et qu'il est encore possible de convaincre de nouveaux partenaires sur la scène internationale et pas seulement le camp occidental. Alors bien entendu, ceux qui doivent comprendre le message en premier, ce sont les Européens. Parce que c'est avec les Européens aujourd'hui qu'il y a des tractations pour revoir, réviser, voire même annuler l'accord sur le nucléaire et pour adopter une position plus ferme vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Et à votre avis, le message, il est passé ou comme le disait aussi l'un des commentateurs, ils vont trouver un nouveau prétexte pour ne pas écouter les mises en garde? Non, je pense qu'il y a une compréhension de la part des Européens et je pense que le discours d'hier a fait monter d'un cran la prise de conscience des Européens. Alors, est-ce que cela suffit pour parvenir à un accord avant le 12 mai avec les Américains? Ça, je n'en suis pas sûr. Il faut que ce discours soit pris au sérieux, mais je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience en Europe. L'Europe, ce n'est pas que la France, par ailleurs. Il y a aussi d'autres acteurs au sein de l'Union européenne qui ont leur mot à dire sur ces sujets. Pourquoi Binyamin Netanyahou, dans sa présentation d'hier, n'a-t-il pas pris quelques minutes pour, on va dire, extraire de ces 55 000 documents, 55 000 fichiers informatiques, l'un d'eux qui prouvait une violation flagrante, on va dire, de l'accord de Vienne, quelque chose qui aurait véritablement déboussolé, déstabilisé, on va dire, les Iraniens? Oui, non, alors je pense que pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ce sont des questions très techniques. Donc, ça n'a pas lieu d'être dans une conférence de presse de cette nature. Deuxièmement, parce que montrer un document important, ça voudrait dire que les autres documents sont moins importants. Et bon, donc on va entrer dans un débat, et puis après les Iraniens vont commencer à répondre. Je pense pas que mais vous pensez que les Israéliens détiennent ces preuves-là Ah oui, bien sûr. Lorsque le chef du gouvernement israélien dit qu'il détient des preuves, c'est qu'il détient des preuves. Il ne rigole pas. Maintenant, à quel point il va réussir à convaincre les Européens, c'est là toute la question. Je ne pense pas qu'il y aura un changement radical dans la perception européenne de la menace iranienne. Ça peut servir de levier. Vous pensez que ça peut servir de levier aux Européens, à Macron par exemple, pour aller devant les Iraniens et dire attention, on revient, on maintient l'accord de notre point de vue, mais on va y rajouter des clauses concernant par exemple les missiles balistiques, ces fameux piliers dont Macron a parlé la semaine dernière. Non, parce que c'est-à-dire que ça sert à rien, si j'ose dire, parce que le problème avec l'Iran, ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord sur un texte, le problème c'est que l'Iran n'est pas crédible. C'est ça le problème en réalité. C'est que vous êtes face à une personne qui vous ment sans cesse. Et donc, quelle est la valeur de la parole iranienne? C'est ça la question. Il faut comprendre que la menace iranienne doit être comprise dans la mesure de ce qu'elle est. C'est-à-dire que c'est une menace qui comprend 3 volets. Il y a le volet nucléaire et il est très grave et nous le connaissons. Mais il y a aussi le volet balistique.
Il y a le volet des missiles. Et ce qui s'est produit hier aussi, et ce n'est pas un hasard. On va revenir là-dessus, voilà. bien sûr. Donc ça montre aussi qu'il y a une menace supplémentaire, à savoir que l'Iran, non seulement l'Iran détient des missiles balistiques, mais aussi l'Iran cherche à implanter ces missiles dans des pays voisins. Et cela ne sert pas du tout, n'entre pas du tout dans le cadre du conflit civil syrien ou dans la guerre pour préserver au pouvoir Bachar el-Assad. On voit bien qu'il y a des objectifs qui vont au-delà. Et la principale... ceux qui sont les plus menacés en Occident, ce sont les Européens, parce que ces missiles sont d'une portée qui atteint facilement le territoire de l'Union européenne. Et je pense que les Européens doivent prendre conscience. Et je pense qu'il y a une prise de conscience parce qu'il n'y a pas eu de condamnation de l'action d'hier. Alors l'action d'hier, on va y revenir, c'est cette action qui n'a pas été revendiquée, dont on ne sait pas qui est à l'origine de cette attaque. Il s'agit d'une attaque aérienne de missiles contre une base iranienne en Syrie, près de Rama, au cours de laquelle apparemment plus de 200 missiles balistiques iraniens qui devaient être apparemment livrés au Hezbollah ont été détruits. Il s'agit de missiles extrêmement précis. Alors, bien entendu, Israël ne revendique pas, mais on peut supposer que le bras avancé d'Israël est aussi efficace dans les services de renseignement que sur le plan opérationnel dans ce genre d'attaque. Là aussi, c'est la volonté de Binyamin Netanyahou de ne pas céder d'un pouce. Oui, je dirais même que cela s'inscrit dans la continuité de la politique israélienne de dissuasion. Et Israël a des lignes rouges. Israël n'est pas du tout impliqué dans le conflit syrien, il faut le dire. Israël ne cherche pas à jouer un rôle dans le conflit syrien. Mais Israël a des lignes rouges qui, une fois de plus, ont été franchies. Et par conséquent, il y a eu une action. Il est très important de rendre crédible la politique de dissuasion d'un État. Lorsqu'on dit qu'il y a une ligne rouge et lorsqu'on promet qu'il y aura des répercussions si elle est franchie, et qu'elle est franchie, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Alors, je ne sais pas... Et là, on a le sentiment que, parce que ce sont des opérations qui se répètent, on les a vues au cours des dernières semaines, il y a eu ces opérations contre la base T4, c'est de plus en plus intense et elle se reproduit en dépit, par exemple, des critiques qui avaient été formulées par les Russes la dernière fois. Là, on a l'impression quelque part que... Bien sûr. Alors, non seulement les critiques des Russes, mais il y avait aussi une menace parce que je rappelle quand même que les Russes, à chaque fois qu'ils ne sont pas contents et qu'ils doivent réagir, parce qu'il faut savoir que les Russes, si vous voulez, contrôlent l'espace aérien, notamment dans les zones où il y a eu les bombardements. Ouais. Et donc, bon, c'est un petit peu gênant pour eux. Alors, à chaque fois qu'ils sont coincés, ils disent, oui, bon, on va livrer aux Syriens des missiles DS-300. D'ailleurs, il l'avait fait en 2010 et on avait réussi à empêcher cette transaction. Et bien là aussi, la dernière fois, lors des dernières frappes, il y a 2 semaines, il a été question de livrer de nouveau des DS-300. Ensuite, ils se sont rétractés. Et puis là, aujourd'hui, c'est le silence total. Et là, ils ne réagissent pas. Il n'y a aucune réaction. Mais je pense que les Russes sont tout à fait compréhensifs. Ils savent très bien à qui ils ont affaire. Ils ne sont pas d'accord du tout avec l'Iran et avec les manœuvres iraniennes en Syrie. Les Russes cherchent à endiguer le rôle iranien en Syrie. D'ailleurs, nous l'avons souligné lors d'un entretien sur votre antenne. Et je pense que c'est un élément extrêmement important. Nous ne sommes pas dans la configuration de la guerre froide. Il y a une coordination de haut niveau avec les Russes. Les différents raids, je ne parle pas de ce qui s'est produit hier, mais les différents raids effectués par Israël en Syrie ont été faits avec l'aval des Russes, puisqu'il y a eu pénétration dans un espace aérien contrôlé par les Russes. Et ces divergences qui existent entre les Russes et les Iraniens sont extrêmement claires et nous rendent service à la communauté régionale, parce qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient une communauté régionale qui est en train de se construire. Mmh. Alors, on l'a vu hier sur les réseaux sociaux, c'était tout à fait impressionnant. Pendant quelques heures, on a eu le sentiment qu'on était au bord de la confrontation militaire entre Israël et l'Iran. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant qu'expert, que Binyamin Netanyahou gère une telle crise comme il le faut, ou alors vous avez le sentiment qu'il utilise, que c'est un va-t-en en guerre? C'est le prudence ou va-t-en en guerre? Non, je vous rappelle que le bombardement de la centrale nucléaire syrienne a été effectué par Olmert, que la guerre de 2006, ce n'était pas Netanyahou. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des constantes. Israël est un État de droit. Mais justement, par exemple, on compare les deux et on dit à l'époque Olmert ne parlait pas, mais il a agi, tandis que Netanyahou parle beaucoup, mais il n'agit pas.
Non, Netanyahu ne parle pas beaucoup. Il faut savoir qu'on s'inscrit dans un contexte international. L'initiative a été prise par le président Trump de remettre en cause l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il y a aussi l'attitude de l'Iran. Et c'est là le troisième volet de la menace iranienne. On a parlé du nucléaire, on a parlé du volet balistique. Il y a surtout le volet politique, l'expansionnisme iranien dans la région. L'Iran aujourd'hui encercle de façon hermétique l'Arabie saoudite. Il se trouve au Yémen où il livre des missiles de longue portée aux Houthis qui atteignent l'Arabie saoudite à la frontière entre l'Arabie saoudite et la Jordanie. Donc ça n'entre pas du tout dans le cadre du conflit civil au Yémen. Et ils sont présents en Irak via des milices chiites, en Syrie avec le régime officiel de Bachar el-Assad, au Liban avec le Hezbollah. Cette situation ne peut pas durer très longtemps. C'est un petit peu comme si les Saoudiens, si vous voulez, à titre d'exemple, s'amusaient à créer des milices sunnites au Pakistan, en Ouzbékistan, encerclant l'Iran et à chercher à s'étendre dans tous les pays qui entourent l'Iran. Nous ne sommes pas, si vous voulez, dans un conflit symétrique où il y a une confrontation entre deux camps. Nous sommes face à une menace sérieuse et qui doit être prise au sérieux. L'Iran est un État qui cherche à s'accaparer le Moyen-Orient au détriment des États du Moyen-Orient. Alors jusqu'où l'Iran va aller, est capable d'aller ou veut aller? Est-ce qu'après une telle attaque comme l'attaque de la nuit de dimanche à lundi, et après les révélations de Binyamin Netanyahou, est-ce que vous avez le sentiment que l'Iran va réagir, veut réagir, ou alors finalement, un peu comme la Syrie au moment de la destruction de la centrale nucléaire de 2007, on pensait également que la Syrie réagirait, elle n'a pas réagi. Est-ce que vous pensez que l'Iran comprend que les Israéliens savent tout sur elle et donc elle sera beaucoup plus prudente dans sa réaction? Oui, les Iraniens ne sont pas prêts aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, de mener une guerre contre Israël et de mener une guerre de façon générale. C'est pour ça qu'ils cherchent à gagner du temps. Et c'est Israël... Même pas, pas obligatoirement une guerre, des missiles. Mais des missiles pour faire quoi? Parce qu'il faut savoir que, c'est-à-dire que la guerre est là depuis plus de 12 ans. La guerre de 2006 a été initiée par les Iraniens. Ce sont les Iraniens qui ont poussé le Hezbollah à provoquer Israël. Oui. Donc nous sommes déjà en guerre avec l'Iran depuis au moins 12 ans. Cette situation de conflictualité existe. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. En revanche, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que la confrontation est avec l'Iran en personne et non plus avec les représentants ou les agents de l'Iran dans la région. Mais là encore, je pense que il est difficile d'envisager une guerre directe entre Israël et les Iraniens ou entre Américains et Iraniens pour la raison suivante. C'est que tout d'abord, il n'y a pas de frontière terrestre entre Israël et l'Iran, il n'y a pas de conflit territorial. Donc s'il y a une intervention, s'il y a une guerre, ce serait pour quoi finalement? Ce serait pour faire chuter le régime iranien. On n'en est pas encore là. En revanche, ce qui est en train d'être modifié aujourd'hui, c'est la doctrine de dissuasion israélienne. La doctrine de dissuasion israélienne et la politique de dissuasion israélienne est de mieux en mieux comprise et de plus en plus prise au sérieux, à la fois par les Iraniens, et c'est le plus important bien entendu, mais aussi par la communauté internationale. C'est un message extrêmement clair. Et j'ajouterai à cela un élément extrêmement important, c'est le rapprochement entre Israël et les États du Golfe, et plus précisément l'Arabie saoudite, qui est élémentaire pour ce qui concerne une possible confrontation avec l'Iran. Parce que l'Arabie saoudite, et c'est là la véritable valeur de l'Arabie saoudite aux yeux d'Israël, pourrait, et je peux même vous le garantir, livrer l'espace aérien à l'armée de l'air israélienne, son espace aérien. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si on ne cesse de parler. Voilà, on a parlé de l'avion du président Trump qui est allé de Riyad jusqu'à l'aéroport Ben Gurion directement. De Pompeo aussi cette semaine. L'Indien, après Elal, a demandé une autorisation à pouvoir survoler, l'aviation civile, à pouvoir survoler l'espace aérien saoudien. Et tout ça, à chaque fois, on monte d'un cran, comme si c'était une volonté de tester l'opinion publique du Golfe et l'opinion publique saoudienne plus précisément. On va vers cela. Et c'est cela en réalité. Ça bouleverse toute ça bouleverse tout, parce que vous vous rappelez, on a parlé de possibles bombardements de cibles iraniennes en Iran. Oui. Il y a un peu plus de 10 ans. Et à l'époque, on disait, oui, à l'époque d'Ahmadinejad, et puis à l'époque, on disait, oui, mais est-ce qu'on pourrait aller sans les Américains? Est-ce qu'Israël serait en mesure, finalement, et que ce serait difficile, parce que d'abord parce que comment faire pour contourner tous les pays du Moyen-Orient, donc passer par la mer Rouge, et puis alors comment faire pour s'approvisionner en énergie, ou alors envoyer des avions sans pilote et les faire exploser après le déroulement des opérations. Et bien là, nous ne sommes plus dans cette configuration-là. Si Israël a la possibilité de traverser l'espace aérien saoudien, eh bien, ça change de façon tout à fait radicale la donne. Là, dans ce cas-là, Israël
est en mesure, on peut dire qu'Israël est en mesure, si on arrive à un accord de cette nature avec l'Arabie Saoudite, et c'est tout à fait probable, d'effectuer des frappes ciblées en Iran. Ce privilège dont ne dispose pas l'Iran, par exemple, par rapport à Israël. Un dernier, un pronostic. Vous risquez un pronostic pour les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que l'on va vers un embrasement régional ou alors, justement, on va dire la crainte des Iraniens, en fait, le fait de savoir qu'Israël sait tout sur eux, aura le dessus et les freinera? Moi, je pense que les Iraniens n'ont pas trop le choix. Alors, c'est pas qu'Israël sait tout sur eux. Alors là, encore une fois, ce sont il faut voir ça avec beaucoup de prudence. Mais il faut voir que la politique d'endiguement de l'Iran en Syrie commence à donner ses fruits. Et l'élément le plus important, c'est la neutralité bienveillante de la Russie qui n'a pas dit mot. Et c'est le fait que les Iraniens commencent à comprendre que leur politique coûte très cher, ne serait-ce que financièrement. Ouais. Parce qu'une guerre, et j'aime bien le souligner, une guerre est avant tout une question de ressources. Ouais. Et à partir du moment où on a des ressources limitées, parce que toute puissance a des ressources limitées, et bien là, on commence à voir les choses de façon différente. Ce qui s'est passé hier a coûté financièrement extrêmement cher aux Iraniens, parce que ces 200 missiles, d'abord pour les transporter, et puis pour les avoir, les produire, ça a coûté extrêmement cher. Et d'ailleurs, les Iraniens n'ont pas du tout avoué ce qui s'est passé. Ça rappelle un petit peu le régime iranien, le régime syrien de Bachar el-Assad, lorsqu'après avoir été bombardé il y a 10 ans et quelques semaines par Tsahal, non seulement ils avaient démenti le fait d'avoir une centrale nucléaire, mais en plus, l'armée de Bachar el-Assad avait détruit les restes de la centrale, comme s'il y avait une volonté d'effacer les traces du crime, parce qu'il y a un véritable crime, parce que tout cela se fait en illégalité par rapport au droit international et surtout par rapport aux engagements pris par ces mêmes pays. L'Iran n'a jamais dit qu'elle allait implanter des missiles en Syrie. Cela, au contraire, il y a eu même des engagements contraires de ne pas franchir ce pas, et cela n'a pas été respecté. Eh bien, docteur Meir Masri, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir aidé à décrypter en fait cette citation extrêmement tendue, il faut bien l'avouer, mais c'est tout à fait passionnant et on espère bien entendu qu'il n'y aura pas de conséquences, on va dire, militaires dramatiques, mais en tout cas, on peut saluer effectivement les prestations des services de renseignement israéliens, tout en avouant que la situation sur le terrain, eh bien, elle devient de plus en plus complexe, de plus en plus tendue. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Caleta et d'être venu dans notre studio. Et bonne journée. Bonne journée. Voilà, nous allons marquer une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après, probablement avec notre invité, le docteur Michael Vigoda, directeur du département du droit hébraïque au ministère israélien de la Justice.